Introduction au processus de l'objectif ambition à long terme du CAEP. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter cet important rapport sur la faisabilité d'un objectif ambition à long terme pour la réduction des émissions de CO2 de l'aviation internationale. Ce titre est long, c'est pourquoi nous allons le réduire à LTAG à compter de maintenant pour simplifier les choses. Le présent rapport a été approuvé consensuellement à la récente réunion CAEP 12 et le CAEP a recommandé de l'utiliser comme base pour l'examen approfondi du LTAG. Le rapport final sur le LTAG a également été publié sur le site web public de l'OACI. C'est une initiative inédite du CAEP à laquelle ont participé plus de 200 des meilleurs spécialistes en la matière provenant de toutes les régions du monde. C'est un rapport solide, équilibré et factuel axé sur la réduction des émissions du secteur de l'aviation. Par conséquent, c'est un plaisir d'entamer cet exposé. Nous allons à présent passer à la présentation d'un aperçu général du rapport du CAEP sur la faisabilité d'un objectif ambition à long terme, auquel, comme vous l'avez constaté, plusieurs personnes ont consacré beaucoup de temps pour parvenir aux résultats que nous vous présentons ici. Processus LTAG du CAEP. Cette diapositive fournit une description globale du processus LTAG du CAEP de l'OACI qui a été et continue d'être mené de manière transparente et sans exclusive. Et je dois souligner ici que le processus est axé sur des mesures sectorielles et prend en compte toutes les innovations disponibles. Vous pouvez voir sur le côté droit de la diapositive comment nous l'avons structuré. Nous avons un sous-groupe qui travaille sur l'exploitation et qui s'est intéressé aux opérations en vol et au sol, à la manière dont elles peuvent être améliorées à l'avenir. Nous nous sommes également intéressés à la technologie, notamment les sources d'énergie alternatives, les faits nouveaux survenus dans les domaines des cellules d'aéronefs et de la propulsion, mais aussi à ce que les concepts nouveaux et avancés pourraient apporter à l'horizon 2050, voire 2070. Mais nous avons également examiné minutieusement la question des carburants. D'une part, les carburants interchangeables, les carburants cryogéniques, les carburants produits à partir de l'électricité, mais également les sources d'énergie d'où pourrait provenir l'énergie nécessaire à la production de ces carburants, ainsi que les éventuelles conséquences sur l'ensemble du processus. Nous avons aussi jeté un coup d'œil sur les questions liées au transport et au stockage des sources d'énergie des nouveaux carburants. Vous pouvez voir sur le côté droit de la diapositive comment nous l'avons structuré. Nous avons un sous-groupe qui travaille sur l'exploitation et qui s'intéresse aux opérations en vol et au sol, à la manière dont elles peuvent être améliorées à l'avenir. Nous nous sommes également intéressés à la technologie, notamment les sources d'énergie alternatives, les faits nouveaux survenus dans les domaines des cellules d'aéronefs et de la propulsion, mais aussi à ce que les concepts nouveaux et avancés pourraient apporter à l'horizon 2050, voire 2070. Mais nous avons également examiné minutieusement la question des carburants. D'une part, les carburants interchangeables, les carburants cryogéniques, les carburants produits à partir de l'électricité, mais également les sources d'énergie d'où pourrait provenir l'énergie nécessaire à la production de ces carburants, ainsi que les éventuelles conséquences sur l'ensemble du processus. Nous avons aussi jeté un coup d'œil sur les questions liées au transport et au stockage des sources d'énergie des nouveaux carburants en particulier. Tous ces travaux ont été ensuite regroupés en 3 scénarios qui se sont penchés sur le moment où certaines nouveautés pourraient entrer dans la vie quotidienne, c'est-à-dire l'état de préparation et la faisabilité de certains objectifs. Et bien évidemment, la chose la plus importante, pour conclure,
nous avons examiné les volumes de réduction des émissions de CO2 qu'on pourrait ainsi réaliser. Il s'agit donc d'un processus extrêmement complexe, mais nous avons réussi à le condenser en un rapport complet. Calendrier général des travaux sur le LTAG. Vous avez déjà vu cette diapositive. Je voudrais vous la présenter une fois de plus uniquement pour souligner que de nombreux travaux ont été entrepris en très peu de temps. Grâce à une excellente coopération dans le monde entier, à laquelle plusieurs personnes issues des domaines de la science, de la technologie ont participé, avec l'excellent appui du secrétariat qui a organisé plusieurs réunions qui ont fourni de nombreuses indications sur ce qui pourrait arriver dans un proche avenir ou dans un avenir lointain. Où en sommes-nous après 2 ans et demi de travail? Le CAEP a bouclé les travaux techniques et la réunion CAEP 12 est convenue de recommander que ce rapport qui contient les résultats des travaux techniques qui évaluent la faisabilité d'un tel objectif ambition à long terme soit soumis à l'examen du Conseil. Et je voudrais souligner une fois de plus que cette recommandation du CAEP a été approuvée à l'unanimité et il est donc clair que l'ensemble du CAEP soutient ces travaux. Et il est important que le CAEP ait noté que des travaux supplémentaires ne sont pas nécessaires dans ce domaine parce qu'ils ne donneraient pas fondamentalement de nouveaux éclairages ou de nouveaux résultats autres que ceux qui ont été déjà évalués. Ce rapport final a été publié sur le site web de l'OACI. Prévision de la demande de trafic par le CAEP. Comment tout ceci tient-il en un ensemble? Naturellement, le CAEP est conscient que nous vivons dans un monde réel et que nous ne pouvons pas simplement développer des idées fantastiques sur la manière dont les choses pourraient être parfaites et superbes à l'avenir. Non. Tous les travaux ont été fondés sur des divers scénarios des prévisions de la demande de trafic à long terme qui ont été élaborés par l'OACI. Ce travail tient déjà compte des efforts à court et à long terme de la pandémie de COVID-19 et j'estime qu'il est important de noter que les données qui ont été utilisées ici sont exactement les mêmes que celles que le CAEP a utilisées dans ses travaux sur les tendances environnementales. Je dois ajouter également que les travaux de l'OACI sur les tendances environnementales formulent des prévisions à l'horizon 2050, alors que cet horizon a été étendu à 2070 pour les travaux sur le LTAG, afin de tenir en compte de certaines incidences sur des avancées qui deviendront applicables tout près de 2050 et auxquelles nous nous sommes intéressés principalement, mais juste pour montrer comment la situation pourrait évoluer. En réalité, nous nous projetions au-delà de 2050 et il y a juste eu une extrapolation à l'horizon 2070. Évolution des flottes du LTAG. Qu'avons-nous fait en ce qui concerne l'évolution des flottes? J'ai déjà indiqué que toutes les hypothèses d'entrée ont été les mêmes que celles que nous avons utilisées pour les tendances environnementales de l'OACI, d'où la cohérence de l'approche. Par ailleurs, la sortie évolution des flottes correspond exactement aux tendances à l'horizon 2050. Et le tout cadre avec les prévisions du groupe d'experts sur l'aviation et de l'analyse ADAP de l'OACI. Et par conséquent, tout s'emboîte. Nous avons aussi extrapolé les données sur l'évolution des flottes à l'horizon 2070 et avons introduit dans la modélisation certaines améliorations de la technologie avancée des fuselages en forme de tube et à voilure et le concept d'aéronef avancé pour compléter le tableau. Et les résultats de la modélisation ont été exprimés sous forme de résultats pour les années 2040, 2050, 2060, 2070. Et ils sont présentés en sièges kilomètres disponibles, en tonnes kilomètres, en opération et en flotte en service par âge.
Modélisation du LTAG et traitement des années futures. Comment s'est déroulé le processus de modélisation? Nous avons choisi une année de référence à laquelle nous avons ajouté les opérations futures. Pour le faire, nous avons pris des hypothèses de base qui ont été les mêmes pour tous les scénarios que nous avons élaborés. Nous avons ensuite ajouté plusieurs niveaux d'amélioration technologique et opérationnelle, ainsi que les carburants alternatifs. Les améliorations de l'exploitation et des carburants ainsi que les carburants alternatifs ont été progressivement ajoutés à tous les scénarios et aux améliorations technologiques. Nous avons ensuite calculé les résultats avec divers modèles de gaz à effet de serre et nous sommes parvenus au résultat du LTAG basé sur les scénarios que nous verrons plus tard dans cet exposé. Un train scientifique basé sur le 6e rapport d'évaluation du GIEC 2021. La dernière étape que je voudrais évoquer concerne une tâche importante entreprise par le CAEP et ensuite l'établissement du lien entre l'ensemble des résultats et les plus récents progrès scientifiques. Pour cela, nous nous sommes basés sur les résultats du GIEC publiés en 2021 dans son 6e rapport d'évaluation. Et nous avons pris comme base l'hypothèse selon laquelle pour une hausse de 1,5 degré de la température de la planète, les émissions anthropiques cumulées de CO2 autorisées à partir de 2020 seraient de 400 gigatonnes, avec une probabilité de 67%, et 500 gigatonnes avec 50% de probabilité. Et pour un réchauffement de 2 degrés, les émissions cumulées autorisées seraient de 1150 gigatonnes de CO2 avec 67% de probabilité et 1350 gigatonnes avec 50% de probabilité. Mais il convient de relever ici que le caractère incertain de ces estimations est dû principalement à un éventail de facteurs physiques, notamment les effets des gaz à effet de serre autres que le CO2 comme le méthane, les oxydes d'azote et les gaz fluorés. Émissions autorisées pour limiter la hausse de la température moyenne de la planète. La présente diapositive montre à gauche les divers scénarios tirés du 6e rapport d'évaluation du GIEC, groupe de travail 1, publié en 2021, qui présente les différents scénarios, les divers volumes de CO2 qui pourraient être émis et à quoi pourrait ressembler le résultat à l'horizon 2050 et en 2100. À titre d'information, le CAEP a utilisé un scénario d'émission très faible comme l'indique la ligne bleue et les scénarios d'émission faible et très faible représentés ici par une ligne bleu foncé. Ce sont là les deux seuls scénarios qui permettraient d'atteindre les objectifs convenus dans le cadre des accords de Paris. Introduction du rapport de l'OACI sur le LTAG. Passons à présent au rapport final de l'OACI qui évalue la faisabilité d'un objectif ambition à long terme de réduction des émissions de CO2 de l'aviation internationale. Cette partie de l'exposé comprend 5 sections. Premièrement, nous donnerons un aperçu général des travaux du LTAG. Ensuite, nous mettrons l'accent sur les 4 éléments de travaux du LTAG. Élaboration des scénarios du LTAG, la technologie du LTAG, les opérations du LTAG et enfin les carburants du LTAG. Aperçu général de l'équipe spéciale sur l'objectif ambition à long terme. Je commence par un aperçu général des travaux sur le LTAG. Méthodologie. Aperçu général. Je vais dans un premier temps décrire la méthodologie utilisée pour l'étude de faisabilité par l'équipe spéciale sur le LTAG. Nous avons commencé par la collecte des données. Ce processus englobait les technologies aéronautiques, l'exploitation et les carburants qui ont contribué à chaque élément des scénarios intégrés. Sur la modélisation économique et les prévisions de trafic, l'évolution des flottes a été évaluée et prise en compte dans la modélisation des émissions de CO2. En outre,
Les connaissances scientifiques consensuelles sur le changement climatique ont servi de base à l'introduction des résultats de l'analyse de ce contexte, comme nous l'avons expliqué dans les diapositives précédentes. Et les résultats qui figurent dans la colonne de droite vous seront présentés plus tard. Tendance des émissions de CO2, estimation des coûts et analyse supplémentaire, y compris une application de l'analyse de sensibilité dans le contexte des connaissances scientifiques. Méthodologie, scénario intégré. Pour aller un peu plus en profondeur sur la méthodologie, un ensemble de scénarios ont été élaborés. Le scénario de référence a été numéroté 0. Et ensuite, 3 autres scénarios ont été formulés afin de représenter le niveau des efforts et des ambitions associés au niveau de préparation et de faisabilité. Les scénarios ont été numérotés de 1 à 3. Le scénario intégré 1 représente la filière dont le niveau de préparation et la faisabilité sont les plus élevés, mais avec l'ambition la plus faible. Alors que le scénario intégré 3 a la meilleure ambition, mais sa réalisation exige plus d'efforts. Le scénario intégré 2 est à mi-chemin entre les scénarios intégrés 1 et 3. Questions essentielles examinées. Cette diapositive montre les questions essentielles auxquelles l'équipe spéciale sur le LTAG doit répondre et qui doivent être intégrées dans les sections correspondantes du rapport du CAEP référencé sur le côté droit. Ces questions sont les suivantes. Question 1. Comment les mesures sectorielles peuvent-elles contribuer à réduire les émissions de CO2 de l'aviation internationale à l'horizon 2050 et au-delà? Question 2. Compte tenu des tendances d'émissions de CO2 pour chaque scénario, quelles seront les émissions cumulées de l'aviation? Les émissions cumulées de l'aviation sont-elles comparables à l'impératif de limiter la hausse de la température de la planète entre 1,5 degré et 2 degrés? Question 3. Quels sont les investissements nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des mesures sectorielles associées à chaque scénario? Quelles seront les répercussions sur les coûts pour les parties prenantes de l'aviation? Question 4. Quelles seront les répercussions des divers niveaux de trafic futurs? Question 5. Quelle est la sensibilité des résultats aux diverses hypothèses des scénarios? Question 1. Réduction des émissions de CO2 de l'aviation internationale par l'application des mesures sectorielles à l'horizon 2050 et au-delà. Sur la première question, cette diapositive fournit un bref aperçu de la réduction des émissions de CO2 de l'aviation internationale au moyen de mesures sectorielles à l'horizon 2050 et au-delà. C'est l'un des messages essentiels à retenir de l'ensemble du rapport. L'exposé d'aujourd'hui va décrire le travail technique effectué pour obtenir ce résultat. S'agissant des émissions de CO2 en 2050, après la mise en œuvre des mesures, elles se situeront entre 950 mégatonnes pour le scénario intégré 1, entre parenthèses IS1, et 200 mégatonnes pour l'IS3, soit environ 35% du volume des émissions de CO2 en 2019. La contribution des mesures de réduction du CO2 varie entre 39% et 87%. Après ventilation, la part des carburants est la plus élevée et se situe entre 15 et 55%, suivie de la technologie avec environ 20% et l'exploitation qui représente entre 4 et 11% des émissions. À titre de référence, les volumes des émissions résiduelles cumulatives de CO2 entre 2020 et 2070 sont également fournis au bas du tableau. Question 1. Réduction des émissions de CO2. Observations de haut niveau. 1. S'agissant des observations de haut niveau, je voudrais attirer votre attention sur les questions d'ordre général ci-après. Les scénarios montrent la probabilité d'une réduction substantielle des émissions de CO2.
Toutefois, aucun ne permet d'atteindre les émissions nulles en utilisant seulement des mesures sectorielles. Il y aura des émissions résiduelles malgré le remplacement à 100% du carburéacteur classique par de nouveaux carburants, en raison de la prise en compte des émissions liées au cycle de vie des carburants. Étant donné que d'autres secteurs de l'économie réduisent aussi leurs émissions, la valeur du cycle de vie devrait diminuer également. Les mesures extrasectorielles n'ont pas été prises en compte dans l'analyse du LTAG. Seules les mesures sectorielles ont été analysées. Sur le plan technologique, les aéronefs avancés à fuselage en forme de tube et à voilure ont de toute évidence le potentiel pour améliorer le rendement du carburant et l'efficacité énergétique du système de l'aviation internationale avec une contribution progressive des aéronefs à configuration non classique. La filière technologique continue à croître après 2050 à mesure que ces aéronefs entrent dans la flotte. Les avions propulsés à l'hydrogène présenteraient une moindre efficacité énergétique, comparativement aux aéronefs propulsés par des carburants interchangeables. Et la réduction des émissions serait imputable à la réduction des émissions du cycle de vie due à l'hydrogène. Question 1. Réduction des émissions de CO2. Observation de haut niveau 2. S'agissant des observations relatives au trafic, le taux global de croissance aura une incidence importante sur les émissions résiduelles de CO2 à l'horizon 2050 et au-delà. D'un point de vue opérationnel, l'analyse montre qu'il y a des possibilités de réduire les émissions de CO2 dues à l'exploitation en améliorant les performances à toutes les phases de vol, notamment les mesures non classiques comme le vol en formation. Concernant les carburants interchangeables ont l'incidence le plus élevée sur les émissions résiduelles de CO2 qui stimuleront la réduction globale des émissions à l'horizon 2050, étant donné qu'il est indépendant dans une certaine mesure des scénarios de la technologie et de l'exploitation. L'hydrogène ne devrait pas contribuer aux réductions d'émissions de manière significative d'ici 2050, avec seulement 1,9% qui est imputable à l'énergie. Mais elle pourrait augmenter au cours des années 2050 et 2060 si cela est techniquement réalisable et viable d'un point de vue commercial. Question 2. Émissions futures de l'aviation dans leur contexte. En ce qui concerne les émissions futures de l'aviation internationale mises dans le contexte des faits établis scientifiquement concernant les changements climatiques, il existe plusieurs points de haut niveau. Si nous tenons compte des émissions mondiales résiduelles de CO2 et des émissions anthropogéniques à partir de 2020 afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, qui sont estimées à 400 gigatonnes de CO2, avec une probabilité de 77%, la part de l'aviation internationale pourrait s'élever à entre environ 4,1 à 11,3%. Pour une limitation du réchauffement à 2 degrés, le reste des émissions de carbone autorisées qui sont estimées à 1150 gigatonnes de CO2 avec une probabilité de 67% et dont la part de l'aviation internationale se situe entre 1,4 et 3,9%. Question 3. Coûts et investissements associés au scénario intégré. En ce qui concerne les coûts et les investissements associés aux divers scénarios, ils sont largement impulsés par les carburants. Les coûts différentiels des carburants, par exemple le prix minimum de vente des carburants d'aviation durable comparativement aux carburéacteurs classiques, justifient davantage les améliorations du rendement du carburant et de l'efficacité énergétique due à la technologie des aéronefs et à l'exploitation. La technologie aéronautique et les mesures opérationnelles nécessiteront des investissements de la part des gouvernements et de l'industrie. Question 4. Incidence des prévisions de trafic aérien. Les scénarios décrits ci-dessus sont basés sur des prévisions de trafic moyen.
L'OACI a aussi évalué l'incidence potentielle des prévisions de trafic élevées et faibles. S'agissant des prévisions de trafic et leur incidence, le tableau ci-dessus montre les émissions de CO2 en 2050 après la mise en œuvre des réductions d'émissions imputables à la technologie, à l'exploitation et au carburant. Comme on peut le voir sur cette diapositive, après 2050, l'incertitude s'accroît à mesure que l'on s'approche de 2070, avec un écart croissant entre les scénarios d'émissions élevés, moyens et faibles. Le tableau en bas de la diapositive montre que les émissions de CO2 subsistent en 2050, après la mise en œuvre des émissions de réduction. Question 5. L'analyse de sensibilité du scénario intégré IS3 montre l'importance des carburants. Sur cette diapositive, nous avons voulu montrer l'importance des carburants à travers une analyse de sensibilité de l'IS3. Les diagrammes sur cette diapositive montrent les résultats de la prise en compte de l'IS3 avec des hypothèses du scénario 1, qui est le scénario avec des valeurs faibles, et le scénario 2, le scénario moyen pour les technologies et l'exploitation. Ces résultats montrent que plusieurs filières qui pourraient aboutir sur des niveaux similaires d'émissions de CO2 ainsi que la contribution cruciale des carburants doit séparer la croissance du trafic de l'aviation internationale de ces émissions de CO2. Considérations relatives aux options du LTAG. Sur la base des résultats de l'étude de faisabilité réalisée par l'équipe spéciale sur le LTAG, des options techniques pour la mesure du LTAG ont été identifiées ci-dessus. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres formules peuvent évidemment être envisagées. L'une des options pourrait consister à utiliser les niveaux d'émissions annuels en 2050, par exemple 950, 500 ou 200 mégatonnes de CO2. Il faut aussi noter que l'utilisation d'une année de référence au lieu de 2050 peut ne pas apporter la certitude à long terme qui devrait être un avantage clé de l'adoption d'un LTAG. Et l'utilisation d'une année de référence après 2070 augmenterait l'incertitude. Des points de cheminement intermédiaires dans les années repères pourraient définir une trajectoire pour le profil d'émissions au fil du temps. L'autre option consisterait à utiliser les émissions totales cumulées. Les émissions totales cumulées du secteur de l'aviation internationale à l'horizon 2050, par exemple 23, 17 ou 12 gigatonnes de CO2 en fonction des scénarios. Les émissions totales cumulées du secteur se traduiraient par une réponse de la température atmosphérique et permettraient le suivi des progrès sans des points de cheminement intermédiaires. Il est important de rappeler que l'analyse LTAG a été limitée afin de tenir en compte uniquement des mesures sectorielles. Les mesures extrasectorielles n'ont pas été prises en compte dans l'étude LTAG. Autres incidences. Liste non exhaustive. L'analyse tient aussi compte des autres incidences et cette diapositive propose une liste non exclusive. S'agissant des incidences sur la croissance du secteur de l'aviation, elles ont été prises en compte d'un point de vue qualitatif. Et le LTAG pourrait augmenter les coûts de fonctionnement et certains coûts pourraient être transférés aux passagers. Sur les incidences régionales, les variations régionales les plus importantes attendues en matière de production et d'utilisation des carburants imputables, par exemple à la disponibilité régionale des matières premières, des énergies renouvelables et des infrastructures. Concernant les incidences sur le bruit et la qualité de l'air, dans tous les scénarios, la croissance du trafic accroît le bruit et les émissions totales d'oxyde d'azote. Toutefois, les améliorations technologiques permettent de réduire le bruit et les émissions, ainsi que la consommation du carburant. Par ailleurs,
Les améliorations opérationnelles peuvent présenter des avantages connexes pour le bruit, mais elles n'ont pas eu d'incidence sur la qualité de l'air. Il faut également faire remarquer que les SAF et l'hydrogène cryogénique présentent des avantages connexes pour la qualité de l'air local et la formation de traînées de condensation sans aucun impact sur le bruit. En ce qui concerne les feuilles de route pour la mise en œuvre du LTAG, le CAEP a pris en compte les aspects techniques de la mise en œuvre sans préjuger des décisions futures. Sur le processus de suivi, les plans d'action nationaux peuvent être utilisés par les États pour rendre compte des progrès vers un objectif sans faire double emploi des processus existants. Au cas où un objectif venait à être adopté, l'OACI pourrait effectuer des travaux futurs sur des métriques et des mécanismes de compte rendu potentiels, etc. L'OACI pourrait réviser tous les objectifs pour s'assurer qu'ils restent appropriés. Pour cela, un processus de révision triennale semblable à la révision périodique du CORSIA peut être envisagé par exemple. Enfin, le renforcement des capacités et l'assistance joueront un rôle essentiel, notamment l'organisation d'ateliers sur les mesures, y compris la compréhension des coûts, l'assistance pour le suivi et la mesure des émissions de CO2. Un programme de formation global semblable au programme Agir pour le CORSIA. Élaboration des scénarios du LTAG. Je voudrais à présent vous donner un aperçu global des travaux d'élaboration des scénarios. Structure globale des scénarios. 3 scénarios ont été élaborés pour les mesures sectorielles de réduction des émissions de CO2, intégrant les mesures liées aux technologies, à l'exploitation et au carburant. Ces scénarios ont été dénominés scénarios intégrés, numérotés de A à 3 et présentés selon un code de couleur comme vous pouvez le voir. Un scénario de référence ou un scénario de technologie statique a été utilisé à titre de référence qui suppose qu'aucune amélioration technologique opérationnelle ou des carburants n'intervient après 2018. Et ce scénario a été dénominé scénario intégré 0, entre parenthèses IS0. Ces scénarios ont été ajoutés aux prévisions de trafic impactées par la COVID afin de produire 9 séries chronologiques pour les 3 scénarios intégrés. Comme il n'est pas indiqué ci-dessus, les résultats que nous présentons dans cet exposé sont fournis par des prévisions de trafic moyens. Les prévisions de trafic faibles et élevées figurent aussi dans le rapport. L'année 2018 a été utilisée comme année de référence par souci de cohésion avec l'analyse des tendances du CAEP 12 et l'horizon temporel 2070 a été adopté. Résumé des scénarios intégrés du LTAG. 3 scénarios intégrés ont été élaborés sur la base des descriptions narratives que vous pouvez voir sur cette diapositive. Comme nous l'avons déjà indiqué, le scénario intégré A est le scénario le plus facilement réalisable sur la base des mesures dont le niveau de préparation est le plus élevé. Il est moins ambitieux. Le scénario intégré 3 est le scénario réalisable avec des mesures actuellement à niveau de préparation faible. C'est l'ambition la plus élevée. Le scénario intégré 2 est approximativement à mi-chemin entre les 2 autres scénarios. Composition des scénarios intégrés du LTAG. Chacun des 3 scénarios que je viens de décrire est basé sur des hypothèses spécifiques sur les prévisions de trafic et la composition des flottes, la technologie aéronautique, l'exploitation, les infrastructures et les carburants décrits dans la présente diapositive. Les sous-scénarios technologiques sont intitulés T1, T2 et T3, exploitation 0,1 à 0,3 et carburant F1 à F3. Coûts et investissements associés au scénario intégré.
L'OACI a utilisé une approche coût moins le niveau de référence et des investissements associés aux 3 scénarios intégrés. Ce qui signifie que les coûts sont des coûts marginaux entre un scénario intégré 1, 2 ou 3 et le scénario de référence l'IS 0. L'OACI a évalué les coûts et les investissements pour les diverses parties prenantes, y compris les institutions étatiques et gouvernementales, les fabricants d'équipements ou les fournisseurs de carburant, les aéroports, les fournisseurs de services de navigation aérienne et les exploitants aériens. Pour chaque scénario, les coûts marginaux ou les économies réalisées grâce à l'exploitation des technologies aéronautiques et des mesures basées sur le carburant ont été évalués. Les coûts cumulés entre 2020 et 2050 pour chaque groupe de parties prenantes sont présentés sur cette diapositive. Il est important de souligner que ceux-ci ne devraient pas être additionnés pour obtenir le coût total pour chaque scénario, puisque certains investissements des parties prenantes en amont sont répercutés en aval, par exemple à travers les prix. Message clé à retenir des scénarios. En résumé, les scénarios intégrés des mesures sectorielles ont été élaborés. Ils ont été analysés afin de montrer l'incidence sur les émissions de CO2 de l'aviation internationale jusqu'en 2070. Cette diapositive montre les messages clés à retenir pour les prévisions de trafic moyen en 2050. Et nous les avons déjà examinés de manière légèrement différente il y a quelques instants. Les résultats pour l'année 2070 sont aussi fournis dans le rapport, mais puisque l'incertitude s'accroît au fil du temps et les résultats pour 2070 sont beaucoup plus incertains que ceux de l'année 2050. Il faut noter que tous ces résultats varient pour les prévisions de trafic élevées et faibles et créent leurs propres incertitudes comme le montre le rapport, même s'ils sont présentés ici en un seul chiffre. Par conséquent, voici quelques-uns des messages clés que nous pouvons retenir de ces résultats. Le scénario intégré 3 débouche sur des émissions sectorielles résiduelles les plus faibles d'environ un tiers des niveaux d'émissions de 2019, tandis que le scénario intégré 1 débouche sur une hausse d'environ 60% des émissions sectorielles à l'horizon 2050. Le qualificatif résiduel renvoie dans ce cas aux émissions après l'application des mesures sectorielles. Comparativement au scénario où aucune mesure n'est prise, une réduction de l'ordre de 90% des émissions sectorielles est techniquement faisable à l'horizon 2050, comparativement au scénario de référence l'IS 0. Dans la plupart des cas, la contribution des carburants à la réduction des émissions est la plus importante, suivie de celle de la technologie et de l'exploitation qui sont moindres. La réduction annuelle de la consommation d'énergie par tonne kilomètre payante comparativement à 2019 chute à environ 1 et 2% dans tous les scénarios. Enfin, comme nous l'avons montré un peu plus tôt, les émissions cumulées pendant la période d'analyse figurent aussi dans le rapport, et elles ont été utilisées par l'OACI pour la comparaison avec les données sur les émissions mondiales autorisées du GIEC. Technologie Dual Tag. Nous allons à présent décrire les travaux liés aux aspects technologiques Dual Tag. Technologie Dual Tag. Les études comme celle Dual Tag sont basées sur de nombreuses hypothèses. Et il faut par conséquent que des recherches très approfondies soient menées afin que le niveau de confiance soit élevé et le processus scientifique réellement respecté. À chaque étape, nous avons essayé de le faire de la manière la plus exhaustive possible. Pour vous permettre de comprendre comment l'étude a été réalisée, une série d'événements ont été organisés pour dresser l'état de la situation. Et naturellement, nous avons passé en revue divers documents de l'OACI. Par ailleurs, nous avons pris attache avec plusieurs organismes de recherche à travers le monde pour nous informer sur les idées, les technologies,
les concepts sur lesquels ils travaillent. Et ensuite, ces concepts ont été regroupés sous forme d'amélioration des fuselages de cellules, des améliorations de la propulsion, des améliorations de l'énergie et du stockage de l'énergie, et naturellement, tous les types de concepts d'aéronefs avancés sur lesquels on pourrait se pencher à l'avenir. Et certains de ces exemples figurent dans les graphiques de la prochaine diapositive. Aéronefs envisagés. Pour visualiser un peu plus la situation, les catégories d'aéronefs de l'OACI sont nombreuses et leur utilisation aurait pris beaucoup de temps. Par conséquent, il a été décidé tôt que le moyen de procéder consiste à identifier aéronefs approximatifs dans les domaines où la plupart des opérations et l'essentiel de la consommation des carburants ont lieu. Dans ce cas, vous verrez qu'il existe 5 différentes catégories d'aéronefs qui ont été sélectionnées et les véhicules représentatifs où les données ont été obtenues. Ensuite, toute l'analyse a été étalonnée par rapport à ces aéronefs pour s'assurer que chaque type d'amélioration est réellement justifiable. Et ensuite, sur le côté droit, vous voyez diverses configurations qui ont été introduites ou proposées par différentes entités. Nous avons essayé d'être le plus agnostique possible en ce qui concerne le véhicule que nous recommandons et nous avons essayé d'établir une moyenne des types d'amélioration de ces véhicules qui peuvent être réalisés à l'avenir. Processus de modélisation des technologies intégrées. S'agissant du processus, nous avons commencé avec ces véhicules et plusieurs technologies qui nous ont été proposées. Naturellement, étant donné que nous essayons de le faire de manière quantitative, les outils doivent parler le même langage. Toutes ces informations doivent être traduites dans un langage que l'analyse peut comprendre. C'est à ce niveau qu'environ 100 experts de la technologie du monde entier se réunissent pour nous aider à traduire ces améliorations, et pas seulement une fois, mais au cours des 3 prochaines décennies, et essaient également de regrouper ces hypothèses sur la base des divers scénarios axés sur ces technologies. Ce processus a été ensuite repris pour tout un chacun de ces véhicules. Animation, prochaine étape. Et dans les cas où le carburant n'était pas un carburant interchangeable, nous avons essayé de voir quelles seraient les incidences sur la conception. Animation, prochaine étape. Nous nous sommes ensuite intéressés à l'exploitation de ces véhicules et la mise hors service de ces aéronefs parce qu'une partie de notre devoir consistait à imaginer quelle serait la pénétration de ces véhicules sur le marché. Animation, prochaines étapes. Toutes ces informations ont été présentées et transmises pour modélisation et diffusion, y compris l'analyse des flottes et les graphiques de filière que vous avez l'habitude de voir. Par conséquent, ces informations étaient nécessaires pour la poursuite de l'analyse. Narrowbody ATW Technology, identification de la technologie d'aéronefs avancée. Pour vous donner un exemple, nous sélectionnons ici la technologie des aéronefs à fuselage en forme de tube et à voilure de l'Airbus A320. Ces exemples de structure et de propulsion dynamique indiquent les types de propositions qui sont faites, et ce sont ces mots qui sont ensuite traduits en entrée pour l'analyse. Fuselage en forme de tube, entrée en service probable. Après l'analyse, nous essayons d'imaginer les classes de véhicules qui sont envisagées. C'est ici que le scénario des travaux intervient. Le scénario orange, T1, aéronef avancé à fuselage en forme de tube et à voilure, ATW, constitue la manière évolutive selon laquelle les études ont été menées par le passé, ou la manière dont les choses avanceront au cours des 2 prochaines décennies. Ensuite, dans le scénario vert, T2, vous avez des configurations avancées mais des modifications limitées des infrastructures. Donc,
c'est un peu plus réalisable. Et le scénario bleu, T3, est un scénario dans lequel tout d'un coup nous levons les obstacles liés aux infrastructures. Nous essayons d'identifier les idées disponibles, d'établir si ces idées présentent un quelconque avantage et ensuite évaluer les obstacles techniques et le type d'incidence qu'ils pourraient avoir sur les infrastructures. Hypothèse concernant les véhicules. Évolution des aéronefs à fuselage en forme de tube. Une fois que nous avions obtenu ces données, nous avons fourni une série de graphiques très semblables à celui-ci. Ceci montre que l'intensité énergétique des véhicules et le scénario TA est au-dessus de la couleur orange et indique le caractère incertain de ces estimations relativement à la confiance. La couleur orange est celle du scénario T2 et la couleur bleue est celle du scénario T3 à l'horizon 2050 et nous avons souligné un peu plus tôt que nous avons extrapolé à l'horizon 2070. C'est parce qu'au moment où vous introduirez une technologie en 2050, les flottes compteront un petit nombre de véhicules et vous serez quasiment obligé de les laisser fonctionner pendant 10 à 20 autres années pour voir réellement l'incidence sur des investissements que nous effectuons. Principaux messages à retenir sur la technologie. En résumé, nous voyons que les aéronefs classiques à fuselage en forme de tube et à voilure continuent à connaître des améliorations, mais ils ne pourront pas nous permettre d'atteindre l'objectif. Par conséquent, nous commençons à nous intéresser aux configurations avancées, des configurations avancées liées évidemment aux carburants qui seront abordés plus tard. Enfin, nous essayons de présenter pour chacune de ces classes de véhicules le pourcentage des améliorations attendues. Et cela faisait partie intégrante de l'entrée qui entraîne un agrandissement des flottes. Opération Dual Tag. Nous allons maintenant résumer les travaux qui ont été effectués sur l'aspect opérationnel. Classement des opérations par catégorie. La tâche liée à l'exploitation consistait à identifier et à évaluer les mesures sectorielles existantes et prévues dans le domaine de l'exploitation susceptibles de contribuer à réduire les émissions de CO2 de l'aviation civile internationale. Et cette tâche comprend 3 parties: collecte des données, classement des opérations par catégorie et élaboration des options de scénario pour l'exploitation. Pour le classement des opérations en catégorie, l'analyse a été basée sur les travaux du CAEP de l'OACI sur les aéroports et les opérations, et plus précisément sur les résultats déjà obtenus de l'évaluation environnementale du Plan mondial de navigation aérienne GANP et les mesures prévues dans la mise à niveau par bloc des systèmes de l'aviation, ASBU. Le scénario de référence était basé sur un grand nombre de mesures opérationnelles identifiées par cette évaluation, ainsi que les économies de carburant et la réduction des émissions CO2 réalisées grâce à ces mesures. Et l'analyse des données a montré qu'il existe d'autres mesures opérationnelles qui ont été évaluées par le passé par le CAEP de l'OACI. En plus de l'efficacité horizontale et verticale des vols qui faisaient partie de la précédente liste des mesures, 3 nouvelles efficacités ont été ajoutées et elles ont été utilisées pour modifier le scénario de référence précédemment formulé par le CAEP de l'OACI. Et vous pouvez voir ces nouvelles mesures dans la liste. Il s'agissait de l'efficacité des opérations au sol, de l'efficacité des vols innovants et de l'efficacité des vols avancés. En ce qui concerne l'efficacité des opérations au sol, vous pouvez penser aux mesures classiques liées aux infrastructures comme le taxi-bot. L'efficacité des vols innovants est constituée de mesures opérationnelles qui seront mises en œuvre à partir de 2038. Par exemple, le vol en formation. L'efficacité des vols avancés renvoie à l'introduction par exemple de 2 concepts d'aéronefs avancés dans les flottes, notamment l'ensemble aile-fuselage intégré que nous avons vu dans le précédent exposé.
et qui pourrait introduire des caractéristiques différentes de performance et avoir par conséquent une incidence sur l'efficacité globale des vols. Ce qui pourrait évoluer dans deux sens, étant donné qu'elle peut évoluer dans un sens positif et augmenter les capacités, ou avoir une incidence négative en raison d'une plus grande hétérogénéité de la flotte. Élaboration des scénarios d'exploitation. Tout comme la technologie, vous avez ici les scénarios qui ont été élaborés. Un scénario de référence et 3 scénarios ont été élaborés par rapport au scénario de référence. Et ces scénarios opérationnels ont été ensuite intégrés à d'autres scénarios concernant la technologie et les carburants. Le scénario de référence a été intégré avec le scénario intégré 0, l'IS 0. Il suppose qu'il n'y aura pas d'autres améliorations mises en œuvre après 2025. Les 3 scénarios 01, 02 et 03 que vous voyez sur cette diapositive représentent la mise en œuvre de mesures avec une préparation et une faisabilité moindre, mais avec un niveau d'ambition croissant, ce qui implique une réduction des émissions de CO2. Le scénario 2 des opérations représente le milieu de l'éventail des réductions potentielles des gaz à effet de serre. Et dans ce scénario, une proportion moyenne des éléments ASBOO sont déployés afin d'optimiser l'efficacité des opérations horizontales, verticales et au sol, ainsi qu'un faible taux de déploiement des mesures opérationnelles pour optimiser l'efficacité des vols innovants et l'efficacité des vols avancés. Le scénario 2 de l'exploitation va un peu plus loin. Et nous voyons ici le taux moyen de déploiement des mesures opérationnelles afin d'optimiser l'efficacité des vols innovants et l'efficacité des vols avancés en plus de l'optimisation des autres mesures. Résumé des améliorations du rendement du carburant imputable à l'exploitation. Cette diapositive résume l'efficacité du rendement du carburant qui découle des diverses options. Dans ce résumé, vous voyez la contribution relative en pourcentage de l'amélioration du rendement du carburant basée sur des mesures opérationnelles en 3 scénarios intégrés qui a été présenté plus tôt. Ce qui prouve clairement qu'il y a une grande différence entre ces 3 scénarios intégrés en ce qui concerne la contribution potentielle de l'exploitation et les lignes supérieures, moyennes et inférieures pour chaque scénario correspondent aux prévisions de trafic faible, moyen et élevé. Je rappelle qu'après 2050, le degré d'incertitude augmente à mesure qu'on progresse vers 2070, avec un éventail croissant d'options élevées, moyennes et faibles parmi ces scénarios. Message clé à retenir en ce qui concerne l'exploitation. Cette diapositive résume les principaux messages à retenir. Il y a donc 3 scénarios formulés pour l'exploitation afin de rendre compte des niveaux croissants d'ambition qui sont alignés sur la technologie et les carburants. L'analyse montre qu'il y a des possibilités de réduire les émissions de CO2 par l'exploitation à travers les améliorations de performance à toutes les phases de vol, y compris les mesures inhabituelles comme le vol en formation. Et un résumé des pourcentages d'efficacité des carburants figure dans le tableau ci-dessous. Carburant dual tag. Nous abordons maintenant les travaux de la composante carburant dual tag. Approche carburant dual tag. Notre approche du travail sur l'évolution des carburants a consisté d'abord à les classer en catégories que nous examinerons. Nous l'avons fait à la fois pour les carburants interchangeables qui peuvent être utilisés sur les aéronefs actuels, ainsi que les carburants non interchangeables qui nécessiteront de nouveaux véhicules aériens. Nous avons poursuivi par l'examen des formulations de scénarios dont vous avez entendu parler jusqu'à cet instant. Et nous avons élaboré des scénarios pour les carburants qui sont conformes à ceux présentés par mes collègues, et cela tient compte non seulement de l'aviation, mais également d'autres secteurs, avec une attention particulière accordée à la préparation et à la faisabilité. Nous avons ensuite analysé les différents types de carburants, chacune des catégories, pour comprendre le potentiel de production et les réductions potentielles liées au cycle de vie de gaz à effet de serre,
ainsi que les questions économiques et infrastructurelles associées à la production des carburants. Nous avons ensuite élaboré des scénarios qui n'étaient pas du tout limités. Nous avons simplement regardé le volume de carburant disponible et nous avons calculé le volume total et nous avons comparé les résultats à la demande qui découle de l'analyse du Waypoint 2050 de la TAG. Et dans plusieurs de ces scénarios, le volume de carburant dépasse la demande de l'aviation internationale. Finalement, nous avons limité les scénarios. Nous n'avons pas besoin de produire plus de carburant qu'il n'en faut. Et nous nous sommes par conséquent penchés sur la manière de sélectionner les carburants et je vais m'y attarder quelque peu. Il y a un processus itératif dans le travail sur la technologie afin de savoir quel type de carburants seront nécessaires. Et nous avons fait des allers-retours pour parvenir à l'analyse finale. Classement des carburants en catégories. Comme je l'ai déjà relevé, s'agissant des carburants, nous avons deux catégories de carburants. Les carburants interchangeables, en d'autres termes, des carburants qui peuvent être utilisés avec les flottes actuelles, ainsi que les oléoducs et les infrastructures aéroportuaires existants. Dans cet ordre d'idées, nous nous sommes penchés sur les carburants d'aviation durable produits à partir de la biomasse, des déchets solides et liquides, des effluents gazeux comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone ainsi que les carburants d'aviation durable produits à partir du CO2 de l'atmosphère. Nous avons également examiné les carburants d'aviation dont la teneur en carbone est moindre, à savoir les carburants à base de pétrole qui permettront une réduction de 10% des émissions du cycle de vie. Nous avons aussi examiné les carburants interchangeables. Nous nous sommes penchés sur l'électricité et nous avons constaté qu'elle n'est pas applicable à cet objectif, puisqu'il s'agit de l'aviation internationale et les aéronefs électriques ont un rayon d'action relativement court. Nous avons aussi examiné le gaz liquéfié comme carburant d'aviation. Les appareils utiliseraient des ressources limitées et ce carburant ne serait applicable à l'aviation internationale. Enfin, nous avons procédé à une analyse détaillée de l'hydrogène cryogénique, en examinant un éventail de ressources à faible teneur en carbone. Nous avons conclu par un examen minutieux des carburants d'aviation durable et des carburants d'aviation à faible teneur en carbone et de l'hydrogène cryogénique. Élaboration des scénarios des carburants. Comme je l'ai indiqué, nous avions 3 scénarios pour notre analyse. Nous les avons harmonisés avec le travail effectué par les autres composantes du LTAG. Et dans chacune des 3 catégories, nous avons insisté sur un aspect différent. Dans le scénario des carburants, qui est aligné sur l'IS1, nous avons insisté sur le faible coût. Nous avons par conséquent sélectionné les carburants sur la base de leur prix minimum de vente. Et cela reflète un scénario dans lequel les carburants alternatifs sont approuvés à un mélange de 50%. Le transport terrestre et l'aviation sont sur le même pied d'égalité en ce qui concerne l'utilisation des carburants alternatifs. Et cela signifie que le transport terrestre utilise encore d'importants volumes de carburant liquide. Et il existe relativement peu d'incitations pour la production d'un carburant d'aviation durable et d'un carburant d'aviation ayant une moindre teneur en carbone, et nous utilisons par conséquent quelques effluents gazeux et certaines matières premières qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Dans le scénario 2, nous obtenons une réduction moyenne des gaz à effet de serre imputable au carburant. Dans ces cas, nous accordons la priorité aux carburants basés sur une combinaison des coûts et la réduction des gaz à effet de serre, et nous avons effectué ces calculs en utilisant le coût marginal de réduction. Nous avons calculé le coût par unité de CO2 évité par les différents carburants qui nous intéressent. Et c'est ainsi que nous avons choisi les carburants à utiliser, parce que notre production des SAF a dépassé notre demande en carburéacteurs de ce scénario. Dans ce scénario, nous avons supposé que l'ASTM international a approuvé l'utilisation à 100% du carburéacteur synthétique ou 100% des carburants d'aviation durable,
nous supposons que les transports terrestres sont suffisamment électrifiés et il y a donc beaucoup plus de matières premières disponibles pour la production des SAF. Nous avons accru les incitations à la production des SAF et des carburants d'aviation à moindre émission de carbone LCAF et l'utilisation des effluents gazeux pour la production des SAF est généralisée. Dans le scénario 3 des carburants qui va de pair avec l'IS3, nous obtenons les réductions maximales des émissions de gaz à effet de serre. En plus des SAF et des LCAF, nous avons les carburants non interchangeables. Et dans ce cas, nous sélectionnons les carburants en fonction de ceux qui permettent les réductions maximales d'émissions de CO2. Et dans ce scénario, nous supposons qu'il y a une décarbonation profonde de l'ensemble de l'économie, une électrification généralisée des transports terrestres et une large disponibilité des énergies à faible teneur en carbone. Pour y arriver, nous avons mis en place de fortes incitations à utiliser les carburants à faible teneur en gaz à effet de serre pour l'aviation. Et nous utilisons le CO2 de l'atmosphère pour produire les SAF et nous avons plusieurs types de SAF qui pourraient dépasser la demande des carburéacteurs. Mais il y a aussi une offre suffisante d'hydrogène pour permettre d'utiliser l'hydrogène cryogénique dans les aéronefs et des investissements ont été également faits pour rendre l'hydrogène cryogénique disponible dans tous les aéroports. Scénario F1, l'IS1, F2, l'IS2, F3, l'IS3. Prévision de trafic moyen. Les graphiques de cette diapositive montrent les prévisions de trafic moyen, les types de carburants qui seront utilisés à partir de maintenant jusqu'en 2070. La couleur grise représente les carburants classiques. Le bleu foncé représente les carburants d'aviation à moindre teneur en carbone. Le vert clair représente les carburants d'aviation durable produits à partir de la biomasse et des déchets solides et liquides. Le vert foncé, les carburants d'aviation durable produits à partir des déchets de CO2. Comme vous pouvez le voir dans le scénario F1, des LCAF sont produites actuellement et des volumes croissants des SAF sont aussi produits. Mais on utilise encore des volumes importants de carburants d'aviation classiques. Dans le cadre du scénario F2, les carburants d'aviation classiques cessent d'être utilisés en 2050. Un volume important de LCAF est utilisé, mais davantage des SAF issus de la biomasse et des déchets solides et liquides, ainsi que des SAF issus des déchets de CO2, et je soulignerai dans ce scénario que les SAF supplémentaires peuvent être utilisés. Dans le scénario F3, les carburants d'aviation classiques ne sont pas utilisés après 2040. Les LCAF ne sont pas utilisés après 2045. Les SAF sont produits à partir du CO2 de l'atmosphère, en couleur jaunâtre, et l'hydrogène cryogénique est disponible après 2050 et c'est en bleu. Une fois de plus de SAF sont produits comme vous pouvez le voir ici, mais d'autres carburants ont été sélectionnés pour leur moindre empreinte carbone. Message clé à retenir sur les carburants. En résumé, nous avons élaboré 3 scénarios pour représenter les niveaux croissants d'ambition et ils sont alignés sur les technologies et l'exploitation. Le volume des SAF du LTAG sont supérieurs à la demande dans 2 des 3 scénarios. Le tableau en bas à droite montre les réductions des émissions du cycle de vie des gaz à effet de serre pour les prévisions de trafic moyen et vous pouvez voir qu'en 2050, en fonction du scénario, entre 20 et 80% des réductions d'émissions du cycle de vie de gaz à effet de serre de l'aviation internationale sont imputables au carburant. Et dans le scénario le plus ambitieux, en 2070, ce taux de réduction pourrait être proche de 90%. Message clé à retenir du rapport sur le LTAG. Nous sommes parvenus à la dernière diapositive que nous avons à partager avec vous. Elle résume tout dans une certaine mesure, notamment les principaux messages clés à retenir du rapport LTAG. Quels sont les principaux messages à retenir de ce travail impressionnant? Si vous regardez tous les scénarios avec toutes les variations, il en ressort un important potentiel de réduction des émissions de CO2. Toutefois,
Vous constatez qu'aucun de ces scénarios ne permet d'atteindre zéro émission de CO2, si on se limite aux émissions du secteur de l'aviation. Comme nous l'avons indiqué à l'introduction, nous nous sommes penchés uniquement sur les mesures sectorielles, et les mesures extrasectorielles n'ont pas été prises en compte. Des émissions résiduelles subsisteront malgré le remplacement de la totalité des carburéacteurs classiques par de nouveaux carburants à cause des considérations liées aux émissions du cycle de vie des carburants. Les carburants d'aviation durable ne sont pas produits avec une incidence nulle relativement au CO2 si vous procédez à une analyse complète des émissions de leur cycle de vie. S'agissant des avions, nous pouvons constater que les aéronefs avancés avec fuselage en forme de tube et à voilure ont un potentiel évident pour améliorer le rendement des carburants et l'efficacité énergétique du système de l'aviation internationale, avec une contribution marginale des aéronefs à configuration non classique qui entreront en service plus tard suivant le chronogramme que nous avons établi. En ce qui concerne l'exploitation, il existe certainement des possibilités de réduction des émissions de CO2 grâce aux améliorations des performances à toutes les phases de vol, y compris les mesures inhabituelles comme le vol en formation. Mais leur contribution ne figure certainement pas parmi les éléments les plus importants. Les carburants interchangeables ont le plus d'incidence sur les émissions résiduelles de CO2 et la plus grosse incidence est enregistrée sur les réductions totales à l'horizon 2050. Je pense qu'il faut noter qu'au moins une partie de la solution miracle se trouve dans les carburants interchangeables. Et je ne saurais ne pas mentionner que l'hydrogène ne devrait pas avoir une contribution importante à l'horizon 2050. Mais cette contribution pourrait s'améliorer au cours des années 2050 et 2060, si c'est faisable techniquement et viable d'un point de vue commercial. Pour conclure, je vais vous présenter les deux derniers éléments qui constituent le scénario le plus ambitieux. En 2050, il y aura environ 200 mégatonnes d'émissions de CO2, soit 35% du volume d'émissions en 2019, et une réduction en 2050 par rapport au scénario de référence. Ce qui est réalisable dans le cadre de ce scénario le plus ambitieux s'élève à 87%. Mais si nous ne faisons pas assez d'efforts dans le scénario d'émissions le plus faible, nous réaliserons seulement environ 40% de réduction. Et les émissions résiduelles cumulées en 2070 par rapport à 2050 sont comprises entre 12 gigatonnes de CO2 dans le scénario le plus ambitieux et plus ou moins le double de ce volume, soit 23 gigatonnes de CO2 dans le scénario d'émissions le plus faible, à savoir le scénario intégré 1, entre parenthèses IS1. Nous sommes arrivés au terme de cet exposé. Merci de votre attention.